Donc ce soir, je vais vous parler d'un sujet que je connais bien, qui est la communication intime dans le couple. C'est-à-dire, c'est une façon politiquement correcte de dire que je vais vous parler de sexualité. Parce qu'à l'époque où je me suis intéressée à tout ça, c'était il y a bien longtemps. Et ce n'était pas aussi médiatisé qu'aujourd'hui. Et donc, j'ai une expérience personnelle, puisque j'ai un conjoint, et ça fait 20 ans qu'on est ensemble, puis j'ai eu un autre mari avant aussi. Et donc, c'est une expérience personnelle aussi que je partage, et aussi une expérience professionnelle, puisque j'ai écrit un livre là-dessus avec mon mari, je reçois des couples en thérapie, et j'ai beaucoup animé avec mon mari des groupes sur le thème de la sexualité. Et donc, je voudrais remercier à vous d'être là, je commence par ça, et de m'avoir invité aussi, parce que c'est un sujet qui me tient à cœur, que j'aime beaucoup, et j'aime beaucoup transmettre. Et donc, je suis très contente, chaque fois qu'on me demande, de pouvoir partager avec qui en a envie mon expérience dans ma pratique. Bien sûr, je n'ai pas de vérité à vous dire, mais simplement une expérience à transmettre. Alors, quand on a écrit ce livre-là, qui s'appelle « Mais tu ne m'avais jamais dit ça », ça vient du fait que quand on recevait les gens en thérapie de couple, il y en avait toujours un qui disait « Mais tu ne m'avais jamais dit ça ». Et donc on trouvait ça intéressant comme titre, parce que ça montrait bien que c'était difficile, et que c'est encore difficile, la communication sur le thème de la sexualité. Donc l'idée n'est pas de parler de sexualité, de technique, ni de parler de communication en général. Ça, c'est des choses importantes sur lesquelles on peut se renseigner. Mais nous, on avait envie, je dis nous parce que c'est mon mari et moi qui avons écrit ça ensemble, on avait envie vraiment de cibler sur la communication à propos de la sexualité. Parce que c'est un sujet difficile et c'est pas toujours évident de savoir comment en parler, quoi en dire et quand en parler. Et donc, en ayant partagé la vie sexuelle verbalement de centaines de couples et notre vie sexuelle à nous aussi en tant que couple, on a pu voir que c'était important qu'il y ait une étape de verbalisation à propos de la sexualité. Donc c'est la communication intime des couples qui font le choix de la durée. Et ça c'est important pour moi de faire la différence, parce que quand on ne choisit pas de s'engager dans un couple à long terme, quand ça ne va plus, on se sépare et puis on rencontre quelqu'un d'autre et on reste finalement dans une lune de miel affective et sexuelle. Et que quand on fait le choix de la durée, on est dans la lune de miel au début et c'est super, on ne va pas s'en priver. Et il y a un moment où ça s'arrête. On aimerait bien tous que ça dure toujours. On se fait chaque fois avoir en disant « cette fois-ci c'est la bonne, ça durera toujours ». Non, ça ne dure pas toujours. Maintenant, il y a même des scientifiques qui ont réussi à mesurer ça, parce que quand on tombe amoureux, il y a des tas d'hormones qui se mettent en route dans le corps, et ça varie selon les personnes entre 6 mois et 2 ans. Donc ça, c'est le côté scientifique de la chose. Alors bien sûr, par exemple, si on ne vit pas avec son partenaire, on a la possibilité comme ça de garder plus longtemps la lune de miel, parfois. Donc les lunes de miel, elles durent de 3 heures, c'est la plus courte dont j'ai entendu parler, jusqu'à à peu près 4 ans. Je crois que c'est la plus longue. Mais bon, après, ça s'arrête. Souvent, ça s'arrête quand on se met à vivre avec quelqu'un. Parce que là, le couple, il est occupé à d'autres tâches, finalement, qu'à se mettre ensemble, qu'à se plaire, qu'à se séduire. Il s'agit à ce moment-là de s'engager, de partager un espace, de faire des projets. Il y a toute une série de tâches comme ça qui est demandée au couple qui s'engage. Et donc, souvent, ça termine la lune de miel affective. Et puis, on passe les étapes. Et alors, longtemps, ou souvent, et encore maintenant, je trouve, on pense que, oui, c'est normal, la lune de miel s'arrête, et puis la vie continue, et puis... Bon, mais que la vie sexuelle, elle aussi, doive progresser, ça non. On voudrait garder la sexualité de la lune de miel. Et c'est souvent un piège, parce qu'on est déçu, et donc on se résigne. Et on se résigne à une sexualité assez pauvre. Et donc, l'idée
de la communication à propos de la sexualité, c'est justement après cette étape de lune de miel affective et sexuelle, où, je vais rester sur la sexualité, où il n'y a pas de problème finalement. Hein. Le désir est présent tout le temps, il y a des orgasmes, des éjaculations, des érections, beaucoup de fantaisie, beaucoup de désirs, en principe. Et s'il n'y en a pas, s'il y a des soucis, on s'en fout. On met ça de côté, on n'y pense pas, on met sous le tapis, c'est pas grave, c'est pas important, on s'aime, ce qui est fort, c'est la rencontre, etc. Et donc, à la fin de la lune de miel, tout ça réémerge, évidemment. Les psychanalystes appellent ça le retour du refoulé. Donc, tout ce qu'on a mis sur le tapis, hop, tout d'un coup, ça fait une petite montagne, alors on s'encouble dans le tapis et on est obligé d'aller regarder le tas de poussière qu'on n'a pas voulu regarder jusqu'à présent. Si tas de poussière il y avait. Et c'est même pas forcément les difficultés aussi qui peuvent surgir, c'est simplement la lassitude, la fatigue, les rapports de force qui commencent à se mettre en place. Et donc là, souvent, en tout cas dans le temps, on disait on se résigne. Voilà, c'est normal. Après X temps, c'est plus comme avant. Et voilà, laissons tomber, c'est pas si grave. On a une sexualité un peu routinière, voire hygiénique. Et on ne s'épanouit pas à travers ce domaine-là. Alors aujourd'hui, évidemment, c'est très différent, parce qu'on est matraqué par l'idée qu'il faut s'épanouir sexuellement. Ça, c'est vraiment un must de notre société aujourd'hui, et je trouve ça bien aussi, parce que la sexualité, c'est vraiment un endroit où on peut vraiment s'éclater, hein. Mais ça demande de l'énergie, de l'attention pour y arriver. Et donc, c'est important, après la lune de miel, après cette étape, qu'il y ait un moment de communication verbale. Alors je dis un moment parce que ce n'est pas quelque chose qui peut ou doit rester toujours. Certains couples prennent le temps à un moment donné d'en parler, et puis après c'est de nouveau fluide, et on n'a plus besoin d'en parler jusqu'à la prochaine étape. C'est intéressant aussi d'en parler déjà à ce moment-là, parce qu'alors ça devient comme... Enfin, la porte a été ouverte à la communication verbale sur le thème de la sexualité. Et à ce moment-là, dans les autres étapes de la vie du couple, par exemple les événements extérieurs ou les maternités, les enfants, ça change beaucoup la sexualité d'un couple. L'âge, la ménopause, c'est tout des étapes personnelles ou de couple. Si on s'est déjà mis le plus rapidement possible à partager verbalement au niveau de la sexualité, mais quand ces nouvelles étapes arrivent et qu'il faut à nouveau réajuster sa sexualité, parce que c'est pas une fois pour toutes, eh bien on a déjà pris le pli, on a déjà pris l'habitude, on a déjà ouvert cette porte et on ose en parler. Et donc c'est avec cette idée aussi de verbalisation et d'intimité. Pour moi, l'intimité, c'est quelque chose qui se construit. Chacun y met un peu des choses différentes. C'est vrai que on a tous, quand je pose la question, tout le monde me dit l'intimité dans un couple, il y a la sexualité, il n'y a pas que la sexualité. Il y a aussi, justement, la curiosité de l'autre, la connaissance de l'autre. Et tout ça, ça se construit. Quand on est intime, par exemple, avec une amie pour une femme ou un ami pour un homme, on peut être aussi intime avec un ami ou une amie. Et ce n'est pas quelque chose qui est, une fois pour toutes, qui commence tout de suite. C'est quelque chose qui se construit petit à petit. Dans un couple, c'est la même chose. L'intimité, elle se construit petit à petit. Et l'intimité autour de la sexualité, pareil. Et donc, voilà pourquoi je pense que c'est une étape importante de verbaliser au niveau de la sexualité. C'est pas toujours, on peut le faire aussi pendant la lune de miel, j'ai rien contre, mais souvent ça ne se passe pas parce que c'est pas nécessaire vraiment. Personne ne le sent comme nécessaire. Alors, la grande question, c'est oui, on veut bien parler, mais parler de quoi? Alors, parler de ce qu'on n'aime pas, ça c'est assez facile, on est tous habitués à être très négatifs. Et parler aussi de ce qu'on aime. Et je pense que j'ai toujours beaucoup insisté là-dessus, parce que je pense que quand on partage ce qu'on aime dans la sexualité, c'est beaucoup plus facile après pour le partenaire
de le faire. Si je lui dis ce que j'aime pas, ok, il ne le fera plus, mais qu'est-ce qu'il va faire? Tandis que si je lui dis ce que j'aime, eh ben, ça va lui donner vraiment beaucoup plus d'ouverture. Et donc c'est important de dire les choses qu'on aime aussi, et pas seulement les choses qu'on n'aime pas. C'est comme la communication, c'est pas seulement pour faire des reproches, c'est aussi pour dire ce qui va bien. Alors, parler de ce qu'on aime, parler de ses désirs. Mais ça peut être très basique au départ, ça peut être les positions qu'on aime, ça peut être les caresses, ça peut être les moments de la journée. Tiens, moi j'aime bien le matin, moi j'aime plutôt le soir, j'aime bien qu'il y ait du temps devant moi, j'aime bien savoir quand ça s'arrête, j'aime bien entendre des choses, j'aime bien raconter des choses, le genre d'ambiance que j'aime avoir pour ma sexualité. Etc., etc. Donc vraiment, il y a plein d'espaces et de choses à explorer du côté de des désirs, de ce qu'on aime vivre dans la sexualité. Bien sûr, il y a des choses qui se sont déjà mises en place, et aussi c'est important à un moment donné d'ouvrir, d'élargir les perspectives. Une autre chose qui est importante et qui est difficile aussi à dire, c'est les peurs. Alors on a souvent tendance à dire non, mais on n'a pas de peur, la sexualité c'est bien, c'est le plaisir, c'est la jouissance, c'est le partage, on n'a pas à avoir peur. Non, en principe on n'a pas à avoir peur, mais dans la réalité, quand on a une sexualité vivante, ben on est aussi dans l'affectif. Il n'y a pas de sexualité sans émotion. Donc, quand il y a des émotions, ben, la peur fait partie aussi des émotions de base, en tout cas, et donc elles sont souvent là. En tout cas, moi, j'ai remarqué ça chez moi et chez d'autres que j'ai écoutés. C'est toujours difficile d'oser dire ses peurs, mais en fait, il y en a quand même pas mal, et ça vaut la peine de les partager à l'autre. Pas pour dire, mais non, il ne faut pas avoir peur, Ça, c'est le truc, la non-reconnaissance émotionnelle, que on dit, mais j'entends ta peur, ok. Et qu'est-ce qu'on fait avec ça? Est-ce que tu as envie d'aller plus loin de ta peur, transcender ta peur, dépasser ta peur, ou au contraire que je la respecte? Voilà, il y a encore tout un domaine là, mais qui est plus de la communication sur les peurs. Alors, peur de quoi? On peut avoir peur d'avoir mal. On peut avoir peur de devoir faire des choses, de devoir donner des caresses ou qu'on n'a pas envie de faire et que l'autre va nous demander, on a peur de le faire. On a peur de ne pas avoir d'orgasme. On a peur d'éjaculer trop vite pour les hommes, de ne pas avoir d'érection, de ne pas éjaculer assez vite, de ne pas donner du plaisir, de ne pas avoir du plaisir, pas à chaque fois. Donc il y a vraiment beaucoup de peurs qu'on peut explorer dans ce domaine-là. Alors, je vous donne des pistes comme ça. Je ne vais pas m'attarder là-dessus. Moi, ce qui m'intéresse en vous donnant ces pistes, c'est qu'il y en ait qui vous intéressent, que vous attrapez au passage des peurs, des désirs. Et après, avec votre partenaire, si vous avez un partenaire dans la durée, eh ben, en rentrant, ou ce soir ou demain, vous pouvez partager là-dessus. C'est vraiment ça l'idée. Qu'est-ce que je dirais aussi? Oui, une question qui vient souvent, c'est oui, mais quand dire? C'est vrai, c'est pas toujours facile de parler du thème de la sexualité. Passe-moi le sel, à propos, au restaurant, c'est un peu pas facile de dire ça au restaurant, parce que c'est quand même très intime, justement. Donc, nous, on a fait deux endroits. Il y a d'abord dans le lit. Alors, dans le lit, c'est important de transmettre et de parler, de dire des choses qui se passent sur le moment, qu'on aime ou qu'on n'aime pas. Si on est inconfortable, par exemple,
parce que, je sais pas, on est couché sur son bras et qu'on commence à avoir des fourmis. C'est important de dire, il faut que je bouge, parce que là, mais il y a des fois, c'est difficile, c'est pas tout évident pour tout le monde de dire, là, je suis pas bien, parce que il faut qu'on bouge. J'ai peur de casser un moment qui est magnifique et romantique. J'ai peur de décevoir l'autre, j'ai peur qu'il se fâche. Donc on va supporter son bras tout plié. Hein. Alors le postulat que moi je fais, c'est au détriment de la relation et du bien-être des deux. Moi je n'arrive pas à croire que si je ne suis pas bien, mon partenaire d'une manière ou d'une autre ne le sente pas. Même si je ne le dis pas, même si je me fais une tête comme si tout allait bien. Il y a une crispation dans mon corps qui va être transmise et que le corps de l'autre va sentir. Et donc ça va refroidir l'atmosphère et pas être propice à la fusion qui existe pendant l'acte d'amour, en tout cas, quand il est fait avec conscience. Donc dans le lit, réserver des choses de ce qui se passe sur le moment. Ça me chatouille, des choses comme ça, ou essaye de... Tiens, j'aimerais bien que tu me caresses comme ça. C'est le bon moment pour faire ces choses, pour transmettre et parler de ces choses-là. C'est pas le bon moment pour remettre en question la sexualité. C'est pas le bon moment pour faire des grandes déclarations de « à propos, je voudrais qu'on parle de notre sexualité parce que je suis pas satisfaite ». Alors là, c'est pas le moment du tout, à mon avis. Je pense que c'est important de parler de sa sexualité de son couple, avec son partenaire, mais que pour vraiment définir les grandes questions, parler des choses importantes, voire remettre en question certaines formes, c'est mieux de le faire à la maison, en dehors du lit. Alors bon, avec les enfants, c'est pas toujours facile, hein, mais c'est important, je pense, de se ménager un moment. Alors, il y a des couples qui préfèrent faire ça de manière spontanée, donc hors du lit. Alors, il y a des couples, je disais, oui, qui font ça spontanément, hein, c'est plus facile pour eux, ou de dire, voilà, j'aimerais qu'on parle maintenant parce que c'est un moment propice, parce que voilà, on est seul, c'est tard, on peut prendre un moment pour ça. Et puis, il y a ceux qui préfèrent prendre rendez-vous à l'avance et dire, voilà, j'aimerais bien qu'on parle de notre sexualité, est-ce qu'on peut prévoir un moment tous les deux où on ne sera pas dérangés pendant une heure, une demi-heure, pour ce thème-là. Ça, c'est chacun à voir un peu son style et le style de son couple. Donc, et là, c'est important, justement, enfin, c'est important et c'est possible de parler plus philosopher et partager sur les désirs, les peurs, ce qu'on a envie dans son couple. Voilà pour vraiment le concret, on va dire, de la sexualité. Alors, ce qui est important aussi sur le thème de la sexualité dans un couple, qui est à parler, à mon avis, évidemment, moi je suis psy, alors on est pour parler, nous les psys. À parler et à reparler encore, c'est pas parce qu'on en a parlé une fois qu'il faut arrêter d'en parler, c'est le thème de l'exclusivité sexuelle, oui ou non. Il n'y a pas de règles, il n'y a plus de règles, en tout cas, il y en avait, mais il n'y en a plus. Et donc, c'est pas facile parce qu'on n'a pas de repères, et donc c'est à chacun de choisir ce qu'il veut, ce qu'il veut pas. On n'est pas toujours d'accord avec son partenaire, donc c'est à négocier. Et on peut faire des contrats. Donc aujourd'hui, on fait des contrats comme ça, en disant oui, on est exclusif, non, on l'est pas, on va être exclusif. Alors, Serge et moi, je vais prendre cet exemple-là, on n'était pas exclusifs pendant nos premières années, on a fait les choses un peu à l'envers. Et puis, on s'est mis à vivre ensemble et on a décidé de devenir exclusifs sexuellement, c'est-à-dire de ne plus avoir d'autres partenaires que nous. Et je me souviens que moi, c'était impossible d'imaginer que j'allais dire à cet homme, ok, c'est fini, je ne ferai plus jamais l'amour avec un autre homme que toi jusqu'à la fin de mes jours. J'avais 33 ans.
C'était inimaginable, surtout qu'on avait une vie jusque-là, un couple très ouvert. On ne vivait pas ensemble, on était chacun dans des villes différentes, donc c'était assez facile. Et donc on a été chez un psy qui nous a beaucoup aidés, et on a mis au point un contrat qui fait que on devenait exclusif sexuellement pour 1 mois, renouvelable. Voilà. Et ça a duré comme ça pendant plus de 18 ans. Chaque mois, on se disait, encore 1 mois? Oui, ok. Et c'était intéressant parce que, par exemple, il y a eu une fois ou l'autre, où je me souviens une fois où moi, c'était, je sais pas, genre 15 jours ou 3 semaines après le dernier contrat. Bon, il faut évidemment avoir confiance dans son partenaire, ce qu'on avait, nous, chacun, qu'on allait tenir notre parole. Mais ça faisait 15 jours, voilà, que j'avais dit OK pour 1 mois, et puis j'avais rencontré un homme, et puis j'avais envie de faire l'amour avec lui, et je me suis dit, oh, ce contrat, zut, dans 15 jours, je lui dis, c'est fini. Je renouvelle pas le contrat. Et c'était très intéressant parce que dès que j'ai tenu 15 jours, parce que ça je devais respecter, enfin, en tout cas par rapport à moi, je me sentais obligée de respecter ça. Mais à la fin des 15 jours, j'avais plus envie de faire l'amour avec cet homme-là. Parce que voilà, je l'avais connu un peu plus, et puis ça ne m'intéressait plus, c'était un truc un peu de feu comme ça, et puis ça m'avait passé. Et donc je trouvais ça intéressant de m'être autorisée à le sentir, mais de ne pas l'avoir agi puisque j'étais sous contrat, et puis qu'une fois que le contrat était fini, mais je l'ai quand même renouvelé, parce que ça me semblait juste à ce moment-là. Alors c'est très difficile cette histoire d'exclusivité sexuelle parce que ça a à voir avec la jalousie, évidemment. Et la jalousie, c'est un mot aussi, c'est important d'en parler dans un couple, parce que ça regroupe tellement de choses. On dit oui, je suis jaloux, mais c'est quoi jaloux? C'est j'envie l'autre, j'envie ce que tu donnes à l'autre que tu donnes pas à moi, ou c'est je suis possessive, il y a la possessivité aussi dans la jalousie. Il y a la peur de perdre, la peur d'être abandonné. Enfin, c'est vraiment un mot valise. Ça vaut la peine de le décortiquer en couple. Et souvent dans les couples, ça se polarise. Il y en a un qui est responsable de la jalousie et l'autre qui est responsable de la non-jalousie. Comme ça, voilà, on se donne des rôles. Et donc, il y en a un qui est jaloux et un qui n'est pas jaloux. Et donc, c'est important de parler de tout ça. C'est vrai que il y a beaucoup de jeunes, aujourd'hui je suis frappée par des jeunes, ils sont extrêmement possessifs. Par exemple, mais c'est vrai que ça m'est arrivé aussi, désirer quelqu'un d'autre, juste avec sa tête, je veux dire, c'est déjà le tromper. Alors ça, c'est une question aussi intéressante à débattre. Chacun a son avis, moi j'ai le mien, mais c'est peut-être pas forcément intéressant que je vous le partage. Ce qui est important, c'est que vous pensiez, tiens, est-ce que pour moi, oui et non, et mon partenaire, c'est important avec votre partenaire que vous soyez d'accord, pas avec moi. Donc, est-ce que désirer quelqu'un, je sais pas, je vais à une soirée, ou dans la rue, et puis je rencontre un homme, et je me dis, ah waouh, il me plaît cet homme, je sens un élan vers cet homme, est-ce que je trompe mon mari ou pas? Ça, c'est des choses... c'est vrai que c'est difficile de dire je ne peux pas le faire, parce que c'est aussi être vivant que de désirer. Et on ne choisit pas souvent. C'est pas qu'on choisit de désirer quelqu'un à une soirée où on va et on ne s'attendait pas. Ça se fait. Donc c'est pour ça que c'est très difficile de contrôler ça. Mais... c'est vrai qu'il y en a qui peuvent trouver que c'est déjà tromper son partenaire. Il y en a même qui pensent que rêver à quelqu'un d'autre, c'est déjà tromper. Ou c'est même plus encore tromper son partenaire. Donc tout ça, c'est des choses, je trouve que ça vaut la peine d'en parler, d'en discuter. Parce que parfois aussi, quand on en parle, eh bien, des positions qu'on avait qui étaient rigides peuvent s'assouplir. C'est très difficile on n'a pas beaucoup de chance, nous, dans notre société, parce qu'on doit être monogame, c'est ça le style, la société. Et on n'est pas vraiment construit pour être monogame, d'après les paléontologues, etc. Donc, c'est vraiment culturel, et donc on doit se débrouiller avec ça.
et trouver des moyens, et c'est pas facile. Donc c'est important d'en parler et d'en reparler. On peut, au début d'une vie amoureuse, décider d'être un couple exclusif, et puis après 10 ans ne plus l'être, et puis après 15 ans de l'être de nouveau, et puis à 20 ans de nouveau, après 20 ans de nouveau plus. Je veux dire, c'est pas quelque chose qui doit être rigide et fixe pour toujours. Alors pour nous, par exemple, dans notre couple, on avait choisi de renouveler ça tous les mois. On peut décider de faire ça une fois par an, ou une fois tous les 5 ans. De nouveau, c'est au couple de décider et d'en discuter. Je crois qu'une fois que la question est posée, c'est déjà le plus intéressant. Après, ça se fait. Et pour faire tout ça, Serge et moi, on a beaucoup utilisé, et on utilise encore, ce qu'on a appelé, je pense que ça a été repris, ou qu'on l'a sûrement nous pris de quelqu'un d'autre, l'écoute silencieuse. Parce que souvent la communication, communiquer c'est dire, mais communiquer c'est surtout écouter. Et donc c'est un temps qu'on se donne, nous une fois par mois, on prend la soirée, on note dans son agenda, rendez-vous, on met le répondeur, on se met dans le salon, on allume une bougie, donc ça fait un peu rituel, sérieux. Hein. Et puis chacun à son tour va parler. On change chaque mois. Une fois c'est moi qui commence, une fois c'est lui qui commence. Je vous l'explique comme ça, c'est plus facile. Hein. Comme nous on le fait. Puis après, chaque couple, si ça vous attire, si ça vous plaît, vous l'adaptez à qui vous êtes et comment vous sentez le mieux de le faire. Et donc celui qui parle, et celui qui écoute ne fait que écouter. Donc, et c'est ça qui est très intéressant, c'est que souvent on ne s'écoute pas, on ne parle pas, on a des conversations. Hein, je dis ça, et toi tu dis ça, et moi je dis ça, et c'est intéressant, et parfois même on n'écoute pas l'autre parce qu'on est déjà en train de préparer sa réponse, et dès qu'il y a un moment, hop, un micro-silence, et on se met dedans pour le remplir. Et donc l'idée là, c'est, si c'est moi qui parle, je parle jusqu'à ce que je dise « j'ai fini ». Et comme je suis bavarde, et mon mari aussi, en général, on parle pendant 1 heure chacun. Et alors on parle du mois qui vient de passer, hein, en disant, voilà, de notre vie amoureuse, si on s'est senti aimé, amoureux, être aimé, s'il y a des choses qui nous ont manqué ou des choses qu'on a appréciées. Et puis, deuxième sujet qu'on aborde, c'est notre vie sexuelle. Voilà, est-ce qu'on a été satisfait, insatisfait, trop peu, comment, quoi, qu'est-ce qu'on voudrait essayer. Parfois, on se dit juste que tout va bien. Hein. C'est de nouveau mon idée, c'est important de se dire que tout va bien et comment tout va bien. Et puis, ce qui est important, et puis après, c'est lui qui parle pendant 1 heure, si c'est moi qui ai commencé, et il ne répond pas à ce que j'ai dit. Et il faut s'entraîner un peu. Ça ne marche pas du premier coup, toujours, parce que des fois, on a envie. Mais alors, on peut noter, par exemple, quand l'autre parle, pour ne pas devoir l'interrompre. Mais c'est important aussi après, une fois qu'il a parlé, de dire ce que lui, enfin, si je prends lui, que lui a à dire par rapport au mois qui s'est écoulé, par rapport à sa vie amoureuse et par rapport à notre vie sexuelle, plutôt que de répondre à ce que moi j'ai dit. Hein. Et puis ensuite, on partage, ou est-ce que tu as des choses à dire de ce que j'ai dit. On peut poser des questions aussi. Enfin voilà, c'est tout un art qui se développe finalement au fur et à mesure des fois où on le pratique. Et ce qui est important dans une écoute silencieuse, c'est que ça permet à celui qui parle des silences, justement. Hein? Je partage quelque chose, et puis j'ai dit ce que j'avais à dire, et puis il y a un silence, et c'est comme si je vais une couche plus profonde, on peut dire, ou le fait que j'ai déjà dit ça, il y a cette première chose, il y a une deuxième chose qui va émerger. On peut parler aussi de ses émotions, et même les vivre.
sans que l'autre doive faire quelque chose avec. Souvent, quand quelqu'un pleure ou quelqu'un est fâché, il faut qu'on fasse quelque chose. Tandis que là, on peut juste le laisser vivre ses émotions et l'écouter. Et ce qui est intéressant aussi avec cette écoute, mais ça c'est une parenthèse, ça n'a pas à voir tellement avec la sexualité, c'est que même si on est très fâché et qu'on fait une écoute silencieuse et qu'on se dit des choses difficiles et qu'on ne résout rien, c'est pas fait pour résoudre quoi que ce soit parfois, c'est juste pour déposer, ça a quand même des effets. En tout cas, moi je l'ai remarqué plusieurs fois quand on était en conflit et que chacun disait on faisait une écoute silencieuse, chacun disait son truc. Et puis bon, on continuait chacun un peu de notre côté, mais ça remettait de la fluidité dans notre couple. Donc c'est aussi le moment, pendant l'écoute silencieuse, de parler de l'exclusivité sexuelle, si on a désiré quelqu'un, si on a été désiré, si on a été jaloux, enfin. Ça, après, c'est à chaque couple qui peut mettre des thèmes dans cette écoute silencieuse, en plus de la sexualité. Alors un autre thème qu'on avait repris, c'était sexualité et romantisme. Alors c'est une grande différence entre les hommes et les femmes, nous dit-on, et on peut en majeure partie. Je fais des généralités là, bien sûr. Quand je parle homme-femme, je suis forcée d'aller dans les généralités. Donc une généralité, c'est la majorité des gens. C'est comme une question aussi par rapport à la sexualité, toujours, est-ce que je suis normale? Alors, normal, oui ou non. Normal, on peut dire, oui, mais il n'y a pas de normalité. Ben, si, quand même, sinon on ne poserait pas la question. Et donc, pour moi, quand je dis normalité ou normal, c'est la majorité des gens font. Donc, si je suis dans la majorité des gens, ben, je suis normale. Si je ne fais pas comme la majorité des gens, je fais partie de la minorité. Alors, est-ce que je suis anormale? Je ne pense pas, moi, mais voilà. Donc, quand je suis dans une généralité, ça veut dire, dans une généralité, c'est la plupart des gens fonctionnent comme ça. Si vous vous y reconnaissez, tant mieux. Si vous vous y reconnaissez pas, c'est que vous faites partie de la minorité, mais c'est pas anormal. Donc, la différence entre hommes et femmes, au niveau de la sexualité, on va dire que c'est assez frappant, souvent on l'entend, que la femme, elle a besoin d'être dans l'affectif pour aller dans la sexualité. Et l'homme a besoin de la sexualité pour aller dans l'affectif. Il y a beaucoup de plaintes dans les couples où madame dit oui, mais j'aimerais un peu plus de tendresse, d'attention, d'affection, alors j'aurais envie de faire l'amour. Et monsieur répond, oui, mais si on faisait plus souvent l'amour, j'aurais bien envie de te donner de la tendresse et de l'affection et des marques d'attention. Donc c'est comme si la porte d'entrée est différente. C'est un miracle qu'on arrive à se rejoindre finalement. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Et c'est là qu'il y a la notion d'effort qui entre en jeu et qui est difficile par rapport à la sexualité. On se dit, on ne va pas faire un effort pour la sexualité, on ne va pas faire un effort pour le romantisme, quand même, ça devrait être spontané. Ben non. Je crois qu'il y a un effort à faire, et c'est important, et ça aide vraiment, et ça fonctionne beaucoup. Bien sûr, il ne faut pas se sacrifier, c'est pas ça l'idée non plus. Il faut donner pour recevoir. Mais je pense qu'il y a un pas vers l'autre à faire. Et ce pas vers l'autre, ça m'a beaucoup aidé, c'est peut-être juste une vue de l'esprit et des mots, mais les mots parfois sont très importants. Plutôt que de dire, pour moi, femme par exemple, je vais faire l'amour pour faire plaisir à mon mari, je vais dire, je vais faire l'amour pour faire du bien à mon couple. Et ça change complètement la manière dont je regarde la chose. Et comme un homme peut se dire, je vais être attentionné avec ma femme, pas pour le faire plaisir, mais pour le bien de mon couple. Et c'est ce qui fait que le couple devient une entité, une réalité qu'on nourrit, et pas quelque chose de... Bien, on peut faire aussi l'amour pour faire plaisir à son mari, mais
Si on fait tout le temps l'amour pour faire plaisir à son mari, on va accumuler du ressentiment et ça ne va pas le faire, quoi. Il y a un jour, on va en avoir marre, ou bien on va lui faire payer autrement. Tandis que si on arrive à avoir cet échange et de penser que c'est pour le couple, je pense que ça aide beaucoup et que ça change quand même la donne. Et que ça, c'est très important. Voilà, c'est mon avis, c'est mon expérience, mais vous n'êtes pas obligé de me suivre sur ce coup. Alors, ce que je trouve chouette aussi, finalement, c'est faire l'amour. Dans un couple qui fait le choix de la durée, on peut vraiment avancer et progresser dans sa sexualité. Le lit, c'est un peu comme un terrain de jeu. On peut avoir des fantasmes, on peut réaliser des désirs, on peut jouer des choses un peu de notre ombre, des choses comme la possessivité, comme la soumission, comme la domination. C'est des parties de nous tous, êtres humains, on a ça en nous. Et la sexualité, c'est un chouette endroit pour le vivre, je trouve, parce que c'est cadré par le lit. Et donc, ça peut rester là, dans le lit. Ça peut être, comme c'est un jeu, ça peut se changer aussi. Si j'ai envie un jour jouer la soumise, pourquoi pas? Un autre jour, je pourrais jouer la dominante. Et ça fait que ces parties-là peuvent s'exprimer, exister, et puis ce qui fait qu'après, dans le quotidien, c'est moins présent, c'est moins là, c'est moins fort, parce que ça a été un peu joué au niveau de la sexualité. Donc c'est toutes des choses dont on peut parler avec son partenaire. Et comme je disais, tout ça n'est pas juste naturel. Faire l'amour, ça s'apprend. Avoir du plaisir, ça s'apprend. Alors, les hommes, on leur a transmis que eux, ils n'avaient pas besoin d'apprendre, que c'était inné, que ça venait tout seul et qu'ils savaient très bien le faire. Alors c'est faux. Les hommes, oui, c'est pas plus ou moins facile. Il y a des garçons qui jeunes, quand ils doivent apprendre à se masturber, c'est pas facile du tout. Ils se masturbent longtemps et ils éjaculent pas, et tout d'un coup ils éjaculent et ils comprennent pas. Enfin, tout est nouveau. C'est pas si évident que ça. C'est plus facile parce que c'est extérieur. C'est surtout parce qu'on le compare aux femmes. C'est plus facile parce que c'est extérieur, parce qu'on le voit. Mais c'est pas juste se masturber et avoir une éjaculation. Ça, c'est le début du plaisir. Mais comme on dit aux hommes, voilà, vous savez faire, vous n'avez rien à apprendre, beaucoup d'hommes en restent là. Et c'est dommage. Parce qu'ils peuvent apprendre beaucoup par le travail du plancher pelvien, par exemple, à agrandir, épanouir leur plaisir, augmenter leur plaisir. Et les femmes, alors c'est l'inverse, elles attendent que ce soit les hommes qui leur apprennent. Alors si c'est pas celui-là, ce sera le prochain. Donc je change d'homme parce que j'arrive pas à jouir avec celui-là, donc le prochain, il arrivera à me faire jouir. On peut en essayer beaucoup comme ça, et donc ça s'apprend aussi. Mais c'est comme si c'est aujourd'hui, plus évident pour une femme qu'elle doit apprendre à avoir du plaisir. Parce que ça ne vient pas tout seul. En tout cas, moins facilement qu'avec un homme. Et donc, de nouveau, ça c'est un projet formidable pour un couple. De se dire, on va élargir notre capacité au plaisir ensemble, on va essayer de découvrir ça ensemble. Et là, je pense que les femmes, elles ont un rôle à jouer, et les hommes aussi, mais spécialement dans la sexualité, où, comme je disais, les femmes jusqu'à présent ont été très passives. Elles attendaient que ce soit les hommes qui les révèlent. Et ça ne marchait pas tellement. Parfois, oui. Parce qu'il y a certains hommes qui avaient été initiés par des femmes, et donc ça marche mieux après avec les prochaines. Et donc, c'est ce rôle d'initiatrice qui est important pour moi.
Alors l'initiatrice, c'est pas l'Amazone, parce qu'il y a eu les féministes, les libérations sexuelles, où les femmes sont devenues très actives dans leur sexualité, même assez dominante, et les hommes plutôt passifs, hein, parce qu'ils ont peur d'être des violeurs, parce que c'est tout un passé comme ça qui revient. Mais c'est vraiment autre chose, c'est d'apprendre ensemble une sexualité plus féminine. Alors je dis féminine, ça peut être l'homme qui est responsable de cette manière de faire l'amour dans un couple. Le féminin, c'est la lenteur, le non-objectif, hein, se mettre au lit et être ensemble sans forcément aller vers la pénétration, vers l'éjaculation, vers l'orgasme. C'est les caresses, la tendresse, c'est tout cet aspect-là de la sexualité, de la sensualité, on dirait. Hein. Et puis, une chose que les femmes peuvent apprendre aux hommes dans le domaine de la sexualité, c'est à recevoir. C'est très difficile, j'ai remarqué, pour les hommes de recevoir. Alors, est-ce que c'est difficile parce que c'est physique, biologique? Je ne sais pas, vous pourriez me dire. C'est une question que je me suis posée en écrivant ça. Souvent, un homme, il se met en position de recevoir une caresse, et puis à peine 2 caresses, et hop, il devient actif. Hein. Il n'arrive pas juste à rester dans la réceptivité. Alors, je ne sais pas si c'est un conditionnement ou si c'est biologique, mais en tout cas, un homme peut apprendre à ne pas tout de suite devenir actif, mais à rester dans la réception, à recevoir les caresses. Alors bien sûr, il y a des peurs qui montent. Oui, mais si je suis réceptive, je vais débander, ça va pas aller, je vais m'ennuyer, qu'est-ce que je vais faire? Il y a justement rien à faire. Hein. Donc ça, c'est difficile aussi. Pour les femmes, il y a d'autres peurs qui sont, oui, mais si je commence à dire ce que je veux et comment faire, et si je prends les commandes de notre sexualité pendant un certain temps, pendant de l'acte, qu'est-ce qu'il va penser, que je suis une salope, que je suis une pute, on est très vite avec ça, les femmes. Donc c'est important de nouveau de parler de tout ça. Donc l'apprentissage à la réception. Et puis, qu'est-ce que j'ai mis? Pour moi, ce qui est hyper important, encore et encore et encore de le dire, chaque fois que je peux, je vais le dire, il y a un apprentissage autant peut-être des femmes que des hommes par rapport à l'orgasme féminin. C'est extrêmement important d'expliquer à son partenaire comment ça marche une femme, comment on marche. Tous les chiffres de plus en plus disent que 80 à 90% des femmes sont clitoridiennes. Pour que vous mettiez ça dans la tête. Il y a à peu près 10 à 15% de femmes vaginales. Et encore, c'est pas à chaque fois celles qui sont vaginales n'ont pas un orgasme vaginal à chaque fois. Il y a des femmes qui sont clitoridiennes et vaginales, elles ont beaucoup de chance. Mais 85% des femmes sont clitoridiennes, c'est-à-dire qu'elles ont un orgasme par stimulation du clitoris. C'est ça qui est normal. C'est pas normal d'avoir un orgasme vaginal. C'est-à-dire que c'est très exceptionnel. Et donc ça, c'est très, très, très important à dire encore et encore et encore. On enfonce le clou, nous, les sexologues, les sexothérapeutes, les psychologues, etc., depuis, le rapport Haidt, je ne sais pas, c'est dans les années 70, mais plus depuis les années 90, ça fait bientôt 20 ans qu'on enfonce ce clou de dire la majorité, la grande majorité des femmes sont clitoridiennes. Et non, ça n'a pas passé encore le message. Et qu'est-ce qui se passe alors? Les femmes simulent. Parce que comme elles doivent être vaginales et qu'elles ne le sont pas, elles simulent. Hein, c'est très embêtant parce que c'est difficile à dire à son homme, ça fait 10 ans que je simule. En fait, je suis clitoridienne, je ne suis pas vaginale. Alors, bien sûr, il y a des sensations dans le vagin, mais ce n'est pas un orgasme explosif. D'ailleurs, les femmes qui sont vaginales, la plupart des femmes que j'ai rencontrées qui m'en ont parlé, quand elles ont un orgasme vaginal, ça n'est pas
l'orgasme qui est décrit par les femmes clitoridiennes comme explosif. C'est plutôt un orgasme plus vaste. Et puis, il y a tellement de manières d'avoir un orgasme différent. Il y a des femmes qui ont des spasmes, il y en a qui n'en ont pas de spasmes. Il y a vraiment... C'est très, très, très complexe. Moi, j'ai entendu des femmes qui avaient un orgasme en croisant les jambes et en serrant très fort. Donc, vous imaginez, pour la sexualité, avec un homme, c'est pas facile. Faut faire avec. Faut faire avec. Si c'est comme ça, c'est comme ça. Et puis, de l'autre côté, je dirais pour moi, les deux extrêmes, c'était une femme qui, pour avoir un orgasme, il fallait qu'elle soit pénétrée par son mari et qui bouge pas. Mais qui bouge pas. Et elle bougeait pas non plus. Et après, je me souviens plus, c'était 5 ou 7 minutes, comme ça, elle avait un orgasme. Vous imaginez la différence entre ces deux femmes, c'est hallucinant. Alors, comment vous voulez que les hommes, ils s'y retrouvent ? Et il n'y a pas de mode d'emploi général, il y a un mode d'emploi par chaque femme, et c'est à chaque femme d'expliquer à son homme comment elle fonctionne. Et si elle est clitoridienne, elle est normale. Je vais le dire au moins 25 fois. Il y a une chose dont vous vous souviendrez, c'est ça. Il y a l'orgasme en même temps aussi. Alors ça, c'est un des grands trucs. C'est vrai que c'est très chouette. Mais alors là, il faut beaucoup se parler. Il faut bien se connaître. Et puis, souvent, c'est intéressant, en tout cas au début, de se parler, de se dire oui, ça vient, non, arrête, stop, reviens, commence encore. On monte, et puis on y arrive. On n'y arrive pas à tous les coups, mais on y arrive. Et c'est pas toujours forcément le top. Parce que ce qui se passe quand il y a une éjaculation, me semble-t-il, et en tout cas quand il y a un orgasme explosif, on est assez seul. C'est pas les moments vraiment de grande fusion, les moments de l'orgasme. Bon, chacun, en tout cas de ce que moi j'ai entendu, la plupart des gens sont obligés, c'est pas joli, mais de se concentrer sur eux, et donc ils sont plus vraiment en contact avec l'autre. Alors, c'est pour ça que dans la pénétration, ça peut être magnifique, il y a beaucoup de sensations, beaucoup de plaisir, beaucoup de jouissance à être ensemble pour les deux, autant pour l'homme, et c'est là où c'est important que les hommes, par exemple, en musclant leur plancher pelvien, ils peuvent aussi augmenter leur capacité de plaisir pendant la pénétration en dehors de l'orgasme. Mais il y a beaucoup de choses comme ça. Heureusement que les vagins des femmes ne sont pas trop sensibles. Vous imaginez accoucher avec un vagin hypersensible, c'est quand même, ça devrait être très très douloureux. Donc voilà, ça c'est vraiment quelque chose qu'une femme peut transmettre. Bon, je vais m'arrêter là. J'ai déjà dit beaucoup de choses. J'ai envoyé plein de trucs. Si vous avez des questions, vous êtes les bienvenus, évidemment. Je terminerai en disant, voilà, pour moi c'est important dans un moment de la sexualité d'un couple, de la durée, de verbaliser. Et puis après, on en a moins besoin, on peut retourner dans quelque chose de plus implicite. Et puis, à nouveau, se remettre à parler quand on sent qu'il faut de nouveau remettre des mots. C'est vraiment quelque chose, c'est des étapes, et à chaque étape, c'est important de les sentir venir, de les sentir là, et d'en parler. Voilà ce que j'avais envie de vous dire ce soir. Merci de m'avoir écouté. Et si vous avez des questions, vous êtes bienvenus.